avez-vous commencé à vous intéresser aux échanges culturels entre les deux pays? Bon, les étudiants grecs s'intéressent à la Chine. Quelles sont les plus grandes caractéristiques des civilisations chinoises et grecques? La Grèce et la Chine peuvent apprendre au reste du monde la valeur de la tradition. En tant que philosophe, comment comprenez-vous le concept de communauté de destin pour l'humanité? On ne pouvait pas continuer seul à l'exclusion de l'autre. D'après vous, quelle plus-value ces anciennes civilisations peuvent-elles apporter au monde contemporain? Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. La Chine est une très ancienne nation orientale bordée par l'océan Pacifique, alors que la Grèce est le berceau de la civilisation occidentale sur la mer Égée. Il y a plus de 2000 ans, les deux civilisations rayonnaient respectivement en Asie et en Europe, apportant une contribution significative à l'évolution de la civilisation humaine. Aujourd'hui, les deux pays ont créé le Centre sino-grec pour l'apprentissage mutuel entre les civilisations, qui a pour vocation de promouvoir l'échange et l'apprentissage entre les deux civilisations, ainsi que le développement des civilisations de tous les pays. L'invité de notre émission aujourd'hui est Stelios Virvitakis, professeur au département de philosophie et d'histoire des sciences de l'Université d'Athènes et membre du comité exécutif de l'Institut international de philosophie. Il est aussi l'un des principaux artisans de la création du Centre sino-grec pour l'apprentissage mutuel entre les civilisations. Bonjour, Monsieur Virvitakis. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci de m'avoir invité. Ces dernières années, vous avez participé à plusieurs reprises à des activités d'échange universitaire en Chine et donné de nombreuses conférences dans des universités du pays. Vous êtes une personnalité bien connue dans le domaine des échanges culturels et philosophiques entre la Chine et la Grèce. Alors, quand avez-vous commencé à vous intéresser aux échanges culturels entre les deux pays? Bon, j'étais toujours intéressé par la culture chinoise et la philosophie chinoise, mais j'ai commencé à faire des choses pour vraiment satisfaire ces intérêts plus directement depuis 2008 au Congrès international de philosophie à Séoul, en Corée du Sud, où j'ai rencontré des collègues chinois. Et j'ai parlé un peu de possibilités d'une collaboration. En 2010, on m'a invité pour la première fois à Pékin à une conférence et puis une association académique à Hong Kong m'a fait inviter à d'autres universités chinoises dans plusieurs villes. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à m'introduire un peu plus directement aux échanges académiques entre la Grèce et la Chine. Quel regard vos étudiants grecs portent-ils sur la Chine? Bon, les étudiants grecs s'intéressent à la Chine. Il y a une curiosité d'abord, parce que c'est difficile de savoir des détails de la vie chinoise. Il y a un manque de connaissances. Et aussi, il y en a qui apprennent la langue, mais malheureusement, il n'y a pas de programme d'études chinoises dans les universités grecques. Et d'ailleurs, un des buts de mon centre, de notre centre, est de commencer de persuader l'université à fonder un programme, à établir un programme d'études chinoises pour l'apprentissage approfondi de la culture chinoise, pas seulement de la langue, parce qu'il y a des instituts Confucius et il y a des étudiants qui apprennent la langue, mais sans pouvoir étudier la culture chinoise. Et puis, il y a une admiration pour le succès de l'économie chinoise, une curiosité, un intérêt au cinéma, à des choses culturelles, disons, la production culturelle de la Chine. Il y a un peu de poésie chinoise traduite en grec. Il y a aussi un peu l'histoire chinoise, mais pas une étude systématique
de la culture. Donc, il y a aussi des échanges déjà. Il y a plus d'étudiants chinois qui viennent en Grèce, qui sont vraiment motivés, qui veulent étudier la culture grecque ou faire des études en Grèce, que des étudiants grecs qui vont en Chine. Et donc, nous avons voulu changer ça et promouvoir les possibilités, développer ce potentiel qui est là. Et maintenant, il y a un programme de maîtrise d'études de philosophie comparée. C'est en anglais, mais c'est pour les Chinois et pour les Grecs une étude comparée de la philosophie grecque et chinoise. Et il y a l'université Southwest de Chongqing qui participe, et aussi d'autres universités, mais les deux universités principales sont le Southwest à Chongqing et l'université de Patras. La ville de Patras est une ville au sud de la Grèce. Et nous y participons aussi pour enseigner quelques cours. Et ça vient de commencer et nous espérons que ça va contribuer à une meilleure compréhension, à un désir d'apprendre aussi la langue. Au moins la langue et puis la culture. Les Chinois ont montré qu'ils veulent vraiment. Il y a un programme international à l'université d'Athènes dont la plupart des étudiants sont des Chinois, en anglais. Et selon vous, quelles sont les plus grandes caractéristiques des civilisations chinoises et grecques? On dirait que d'abord, il y a l'histoire longue. Le passé, disons, des années, des siècles de pays qui une profondeur, disons, appelons ça profondeur historique de l'identité culturelle des deux pays. Alors là, c'est un point de similitude où les deux civilisations, parmi les civilisations les plus anciennes dans le monde, qui sont aussi un héritage universel. Ce sont des modèles de civilisation et de culture qui continuent dans le temps et qui jusqu'au présent. Et puis, il y a le poids de la tradition, à part ça, une identité complexe avec des éléments par exemple, les religions. En Chine, il y a le confucianisme et le bouddhisme, le taoïsme, tandis qu'en Grèce, il y a le christianisme, mais aussi il y a des éléments il n'y a plus le paganisme, disons, grec ancien, mais il y a une influence depuis le passé. Et la culture grecque est un mélange d'éléments du passé antique et puis de l'époque de l'ère chrétienne. C'est l'Empire byzantin qui est, disons, la Grèce médiévale. Et au début, c'était, disons, l'Empire romain de l'Est, on appelait ça, mais ça devient de plus en plus grec. Et donc, il y a, disons, ces similitudes d'une conscience d'être des pays, des nations et des cultures historiques. La Chine et la Grèce sont toutes deux des civilisations très anciennes avec une longue histoire. Oui, il y a un parallèle. D'après vous, quelle plus-value ces anciennes civilisations peuvent-elles apporter au monde contemporain? Oui, je crois que la Grèce et la Chine peuvent apprendre au reste du monde la valeur de la tradition, pourquoi les traditions sont importantes. Et il y a certaines valeurs humanistes que l'on a héritées du passé, par exemple le respect, des relations avec la nature. L'homme et la nature sont dans une sorte d'équilibre, un équilibre qui a été, dans notre époque, est en danger, avec la technologie, avec la pollution, avec la crise écologique. Je crois que les deux civilisations peuvent apprendre une échelle, disons, de communauté humaine et une échelle à nos mesures, c'est-à-dire de bonnes mesures. Et en plus, il y a certaines valeurs que l'on trouve chez les philosophes grecs et les philosophes chinois, par exemple, disons, la bienveillance envers autrui, un sens de la justice et de la
justesse des règles, la propriété, c'est propre à faire la chose, pas la propriété, la façon de se comporter de façon juste, c'est ça, la justesse, je voulais dire. Et ça, je crois que on peut apprendre, on peut montrer aux autres pays que, voyez-vous, que dans cette tradition, on maintient un respect pour ces valeurs, malgré les difficultés, malgré les bouleversements, une sorte d'harmonie, si vous voulez, de l'homme au monde, disons à l'environnement naturel, et aussi de l'homme à la société. Et en Chine, cette harmonie compte beaucoup, c'est-à-dire un sens de cohésion et d'harmonie. En février dernier, vous, à votre initiative, vous et 4 autres universitaires grecs avez conjointement écrit une lettre au président Xi Jinping. Pour quelles raisons avez-vous décidé d'écrire une lettre au président chinois? Comme vous savez bien, comme vous pouvez vous l'imaginer, nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes ni politiciens ni diplomates. Donc, nous ne sommes que des professeurs d'université. Et les 4 professeurs que vous mentionnez sont des représentants des 4 universités qui font partie du centre. Et en Chine, il y a aussi 4 universités. Donc, nous avons pensé que si on s'adressait aux dirigeants politiques du gouvernement chinois, on pourrait aussi avoir son soutien aussi moral, aussi bien que matériel. Nous étions très contents, bien sûr, et honorés de cette lettre de sa part, où il soulignait exactement, justement, les points que nous voulions aussi montrer ou soutenir d'une façon, disons, continue et assidue. Donc lui, il a dit que, c'est une bonne idée, vous devez continuer. Il nous a encouragés, bref, dans cette lettre, il nous a encouragés. Il a dit que lui aussi, il croit à la nécessité de cette collaboration, d'échange culturel entre des civilisations à une longue histoire. Et il disait vers la fin de sa lettre, si je ne me trompe pas, que ça pourrait être un modèle pour le monde entier, et pour notre, disons, dimension humaine commune, our common humanity en anglais. Donc, il disait que ça valait la peine et il avait dit continuer. Donc, je crois que c'était une bonne idée et lui, il a répondu. Et quelles sont les idées proposées par le président Xi Jinping en termes de civilisation qui vous ont le plus impressionné? Le fait qu'il reconnaissait le besoin d'échange et qu'il semblait défendre une conception inclusiviste plutôt qu'exclusiviste, c'est-à-dire pas la supériorité ou l'exclusion où nous sommes les meilleurs, où nous allons nous imposer à autrui, mais plutôt nous voulons nous rapprocher de l'autre civilisation et nous devons échanger, peut-être apprendre une sorte, c'est qu'il parlait d'un apprentissage mutuel ou d'une sorte de fusion. L'idée sous-jacente était justement qu'on avait besoin de cette collaboration. On ne pouvait pas continuer seul avec l'exclusion de l'autre. C'est ça. Le 15 mars dernier, le président chinois Xi Jinping a proposé l'initiative de civilisation mondiale lors d'un dialogue de haut niveau entre le Parti communiste chinois et les partis politiques mondiaux. Comment interprétez-vous cette initiative? Cette initiative à 2 niveaux. C'est un niveau, disons, plutôt simplement culturel et d'éducation ou une sorte de projet assez abstrait, mais je crois que ça aussi implique des choses concrètes, c'est-à-dire pas seulement la Grèce et la Chine, mais toutes les civilisations devraient se
converger, si vous voulez, converger et avoir des échanges qui pourraient aider à résoudre des problèmes de l'humanité. Nous sommes confrontés par la crise climatique, nous avons confrontés par des problèmes de faim dans le monde, il y a des pays pauvres, il y a aussi des problèmes, il y a des guerres, il y a l'idéal de la paix que nous voulons soutenir. Donc l'idée, comme je la comprends, c'est que si l'on regarde de près les grandes traditions, qui ne sont pas, comme je le disais, seulement grecques et chinoises, mais aussi indiennes, égyptiennes, islamiques, des choses, là on pourrait bénéficier, profiter des ressources de ces civilisations qui possèdent des aspects et des éléments tout à fait analogues, c'est-à-dire le respect pour les citoyens, pour de chaque pays, le respect pour la tradition, la reconnaissance de l'importance de la nature, de l'environnement naturel et pas seulement les marchés, parce que toujours nous sommes dominés par les marchés et la technologie. Donc il faut faire revivre un esprit humaniste. Et je trouve que c'est ça qu'on pourrait garder ou espérer que, je ne peux pas comprendre exactement, je ne connais pas la formulation de son projet, mais je l'interprète de cette façon-là, qu'il faut y voir une foi dans les constantes des valeurs humanistes. Et il faut les chercher dans plusieurs civilisations, et pas seulement dans la civilisation chinoise ou la civilisation grecque. Mais dans notre époque, à l'époque contemporaine, tout se passe vite. Il y a la technologie qui est magnifique dans plusieurs façons, mais il y a des défis aussi que cette technologie pose. La croissance économique, l'intelligence artificielle, on voyage facilement, on communique facilement, mais il y a des questions de sécurité, des questions d'équilibre, justement, de destruction et de pollution, et aussi d'autres questions plus profondes et plus difficiles à gérer. Je crois qu'il y a une crise des valeurs dans la vie des individus, c'est-à-dire la solitude ou une sorte de crise de sens de la vie ou des questions existentielles qui préoccupent les gens. Et ce sont des questions que des philosophes tels que Confucius, Aristote ou Platon ou Socrate avaient posées. Donc il y a une sorte de sagesse que l'on doit apprendre de nouveau pour un équilibre de vertus. Par exemple, la cultivation, le développement de la vertu, des vertus. On a besoin de vertus, une sorte de propriétés de caractère qui nous aident à maintenir des dispositions stables d'agir, de penser, d'agir dans nos vies quotidiennes. En tant que philosophe, comment comprenez-vous le concept de communauté de destin pour l'humanité proposé par le président Xi Jinping? Je crois que c'est une idée assez intéressante que, avec la mondialisation, nous sommes devenus, toute la planète, tous les pays se sentent que les pays sont ensemble et les nations sont ensemble. Il y a un destin commun pour la planète, et il y a des problèmes communs que nous devons résoudre. Et donc, c'est un destin commun qui nous incombe ou que nous devons reconnaître. Et ça devient, ça se comprend, ça se présente mieux si on regarde à travers la réflexion philosophique. Voilà pourquoi l'étude de la philosophie pourrait nous aider à prendre conscience de ce destin en commun que nous pouvons voir de loin. Un citoyen non philosophe peut-être soupçonne, mais ne comprend pas tout à fait. Vous êtes engagé dans l'enseignement universitaire depuis très longtemps.
D'après vous, quelles sont les responsabilités des universités? Quel rôle doivent-elles jouer dans la construction d'une communauté de destin pour l'humanité? Les universités sont des institutions pour la recherche et l'enseignement. C'est la production de la connaissance nouvelle et puis la transmission de cette connaissance. Et les universitaires, disons les professeurs et aussi les étudiants, maintenant communiquent mieux entre eux. Il y a une mondialisation dans ce domaine aussi. Nous sommes tous un peu internationaux, nous sommes devenus des intellectuels internationaux dans le sens que nous voyageons ou nous communiquons avec nos collègues et nous pouvons échanger des idées sur le futur, l'avenir commun ou un destin commun que nous pourrions reconnaître comme, disons, l'essor de l'humanité. Donc, voilà, quel serait le rôle? Le rôle serait de se rapprocher toujours un peu plus, d'apprendre sur la recherche d'une université de notre pays, de notre tradition, et de réfléchir là-dessus, et de profiter de l'expérience, des ressources, et des idées, du capital intellectuel des universités de notre pays. Donc, les universités, à mon avis, bon, comme vous le dites, ça fait 30 ans que je travaille dans une université où j'ai enseigné surtout en Grèce, mais aussi ailleurs, un peu. Je trouve que nous avons une façon de procéder, une façon de penser un peu plus lente dans le sens, avec une attention aux problèmes, une résistance à cette vitesse dont je viens de parler, une vitesse de croissance économique, une vitesse de but tout à fait matériel. Il faut avoir ce succès-là, achever un projet technologique. Dans l'université, c'est un endroit où l'on peut prendre des distances et réfléchir. Voilà, et nous réfléchissons en commun, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous comprenons très bien que si on est à Oxford ou à Pékin ou à Rome ou à Athènes, on a des collègues qui pensent de la même façon, ou plus ou moins de la même façon. Nous avons des méthodes semblables. Et les étudiants chinois sont bien motivés, ils ont aussi un intérêt pour la culture grecque, mais à part ça, ils ont un niveau très élevé sur des questions philosophiques qui sont discutées partout, disons, dans le monde, dans les universités avancées. Donc c'est ça que je dirais. Le 20 février dernier, le Centre sino-grec pour l'apprentissage mutuel entre les civilisations a été inauguré à l'Université d'Athènes. De quel type d'institution s'agit-il? Ça, c'est une compagnie, disons, ou une association, pas pour le profit, c'est-à-dire on ne va pas faire de l'argent de ça. C'est une institution de recherche et aussi une institution d'échange sur le plan académique, et pas pour l'enseignement, mais c'est plutôt pour la production et la transmission de la connaissance à travers les rencontres et les échanges entre les deux pays. C'est-à-dire, c'est une institution qui veut promouvoir et faciliter la collaboration par tous les moyens des universitaires et aussi des chercheurs indépendants, pas seulement dans les universités. Et pour le moment, nous sommes des philosophes et la priorité va à la philosophie, c'est dans le domaine de la philosophie, mais nos projets sont beaucoup plus ambitieux. La littérature, les arts, le théâtre, l'archéologie, l'histoire seront parmi les domaines que l'on va essayer de développer. C'est-à-dire nous allons proposer des invitations à des collègues, des artistes
des échanges des artistes, des chercheurs. Le cinéma, par exemple, le cinéma chinois est connu en Grèce et peut-être on pourrait organiser des rencontres, des petits colloques entre des cinéastes des deux pays ou des musiciens, si vous voulez. D'après vous, quelle est l'importance de ce centre pour promouvoir les échanges entre les civilisations chinoises et occidentales? Autant que la civilisation grecque constitue une partie intégrante ou un noyau, si vous voulez, de la civilisation, si on peut parler en général, civilisation occidentale, alors la compréhension mutuelle entre, avec l'étude de la culture, la civilisation grecque et la civilisation chinoise, et ipso facto, dans un même moment, aussi une meilleure compréhension de la civilisation occidentale en général, puisque la civilisation grecque constitue une partie bien reconnue de l'héritage de l'Occident. L'héritage de l'Occident possède une composante grecque, disons. Alors nous étudions ça, et ça a des répercussions pour la compréhension de la civilisation occidentale en général. Plus tard, disons, la civilisation occidentale depuis l'ère médiévale ou la modernité. D'après vous, dans les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations du monde, quelles vont être les orientations à suivre? Quelles valeurs qui doivent être partagées? Bon, d'abord, le dialogue. Vous savez que le dialogue n'est pas n'importe quoi. Le dialogue implique et présuppose la reconnaissance et le respect de l'autre, des participants entre participants, une reconnaissance mutuelle. Alors ça, c'est une première valeur. Une autre valeur, c'est l'amour de la vérité, la connaissance, l'antiquité grecque, la culture grecque, la philosophie grecque avait comme valeur essentielle la quête de la vérité, avec la critique et tout ça dont je viens de parler. La connaissance était une valeur, une grande valeur. Donc, si les autres civilisations ou cet idéal de la civilisation grecque est partagé par des collègues partout dans le monde, les Chinois en particulier, ça montre qu'il y a une convergence dans nos enquêtes. Il y a le but de l'enquête, c'est la vérité, la recherche de la vérité. Et en plus, la paix et l'harmonie sociale dont je viens de parler, mais aussi avec un certain respect des libertés. Il faut aussi reconnaître l'importance des libertés individuelles. Alors voilà des valeurs que je crois qu'on devrait promouvoir et qu'on espère que l'étude comparée des civilisations va permettre à disons, développer ou à mettre en lumière, mettre, disons, au centre de nos préoccupations pour un nouvel, disons, humanisme ou un épanouissement de notre nature, une réalisation de notre potentiel, disons, qui a été un peu éclipsé ou oublié à cause de cette domination de la technologie et de la facilité, de la vitesse des choses, de la communication, de ça qui a aussi beaucoup d'avantages. Il ne faut pas sous-estimer l'importance, les choses bien qui viennent de la technologie. Merci d'avoir accepté notre interview. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler avec vous, discuter avec vous et de nous adresser à vos auditeurs et aux spectateurs de cette émission.